Merci, c'est sympa. Euh, et non, mais voilà. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de voir. Et puis le sujet de ce soir, c'est un gros sujet sur lequel vous vous attaquez directement là pour votre retour. C'est un retour flamboyant. Ouais, Euh, Peur de rien. absolument. eh ben, je vous laisse la main. Bon live, messieurs. Oui, c'est vrai que Merci, Louis. c'est Allez, vrai on que ça envoie fait. le sujet qui tue donc, hein, nos nouvelles vies dans le virtuel. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et Olivier, tu as partagé récemment cette étude qui était un peu étrange, qui disait que quand on est dans le virtuel, justement, on voit pas le temps passer de la même façon. Qu'on pourrait résumer, hein, tout simplement dans le fait qu'on s'ennuie pas, hein, en général, en Oui, réalité tout virtuelle. à En tout fait. cas, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, quand on s'ennuie pas, le temps passe plus vite. Surtout en Tout bonne à compagnie. fait. Voilà, exactement. Parce que je sais pas si quand on va jouer Echo Arena, par exemple, avec des jeunes complètement surexcités, avec un vocabulaire des plus fleuris et qu'on prend en plus des tôles phénoménales, pour le coup, la notion du temps est un petit peu différente. Ouais, tu veux parler des experts tôles. Effectivement, on peut le voir comme ça. Bon, alors en fait, là, on a en illustration une magnifique demeure que enfin, en tout cas qui semble hors de la portée financière de la plupart des gens qui nous regardent et des gens sur le plateau, j'imagine, et qui envoie quand même du rêve, hein. On a une belle piscine devant cet horizon dans la mer, un salon quasi infini, une grande terrasse, un deuxième étage. Donc c'est une belle demeure qui peut-être pourrait devenir accessible dans un univers virtuel. Nicolas, je vois ta bouche qui s'ouvre, mais je sais pas si c'est ton micro qui. Qu'est-ce que fait ma Ah, c'est bon. bouche? Non, non, c'est bon, tout va bien. Et d'ailleurs, récemment, une maison virtuelle comme ça qui a été vendue avec ce phénomène des NFT dont on a déjà parlé ici, cette maison sur Mars. Et on voulait parler effectivement ce soir des nouvelles vies dans le virtuel ou en tout cas l'extension de l'espace dans le virtuel et notre rapport à l'espace. Absolument. Alors, le point de départ, attends, où est-ce que je peux. La Voilà, slide suivante, me je dire. suppose. Voilà, je voudrais aller dans la slide. Voilà, elle y est. Elle y est. Voilà, on y est. En fait, partons d'une petite anecdote qui, comme souvent, cache, quand on tire le fil, quelque chose d'assez vertigineux. Il y a quelques semaines est sorti un jeu de flipper, et pour toute une génération, le flipper, c'est la petite pause au milieu de la journée quand on est au lycée et qu'on va dans le café du coin jouer quelques balles. Je pense que ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Mais en tout cas, pour toute une génération, c'est des heures et des heures passées devant ces tables absolument complexes et dans des règles pas possibles. Et on a vu la maison de rêve tout à l'heure. Je pense qu'il y a un rêve qui est partagé, qui a été partagé en tout cas par toute une génération de lycéens qui se sont dit, ben, quand je serai grand, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai mon flipper chez moi dans mon garage. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui a fait tilt en fait dans cette expérience de flipper, c'est que au-delà du jeu lui-même, hein, bon, le jeu de flipper, la plupart des gens connaissent, en tout cas de notre génération, les plus jeunes, ils le connaissent surtout en mode virtuel ou en mode jeu vidéo. C'est le choix qui a été fait de pas seulement présenter un flipper, mais de présenter justement ce fameux garage, cette cave un peu de fan dans lequel on va disposer tous ces objets un peu cultes. Donc là, autour de Star Wars, on voit le jukebox, etc. Mais cette idée que c'est un véritable espace, comme le sous-sol de sa propre maison, et ça où qu'on vive. Et en fait, ça ouvre un champ absolument vertigineux, c'est de se dire que effectivement, dans son casque, on possède en fait une partie
de son territoire immatériel. C'est-à-dire pas uniquement le jeu, mais tout un espace, tout un pan entier, un petit pan de maison, de jardin, de jardin secret, dans lequel on peut se retirer l'espace de quelques minutes, une petite demi-heure, de passer comme ça dans cet espace. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est déjà que c'est là quelque chose que la plupart d'entre nous ne peuvent pas se permettre, hein, surtout avec les loyers des centres-villes en France qui sont hallucinants. Bon, dans les campagnes, on n'a pas forcément non plus l'envie, les moyens de mettre tous ces objets réunis. Et puis, c'est pas forcément souhaitable, hein. Un flipper à l'achat, à l'occasion, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et là, on a quand même une version assez convaincante. Pareil, toujours en se disant qu'on n'est qu'en 2021 et en imaginant l'évolution, on va avoir quelque chose de plus en plus perfectionné. Mais ce qui est important, c'est cette extension de l'espace, ou en tout cas de notre territoire, le fait d'être chez soi dans un espace virtuel et de pouvoir l'emmener avec soi. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des habitudes, on commence à avoir peut-être des souvenirs aussi qui vont se déclencher dans ces lieux. Donc là, en l'occurrence, c'est cette cave, mais ça peut être la maison qu'on a vue tout à l'heure, ou ça peut être un espace de jeu qui va commencer à contenir des souvenirs qu'on va pouvoir convoquer à n'importe quel moment et n'importe où dans le monde. Qu'on puisse remettre son casque et finalement être chez soi dans son espace virtuel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, déjà pour une part, et qui peut aussi entraîner des conséquences à la fois dans notre vie virtuelle et dans notre vie réelle. La première conséquence avec le développement de la réalité virtuelle, et à supposer que l'usage devienne aussi massif que celui de la télévision, ou celui que l'ampleur que la télévision a pris dans un premier temps, et ensuite l'ampleur qu'a pris Internet et l'ampleur qu'ont pris les petits dispositifs téléphones, smartphones, tablettes, etc., c'est que ça modifie notre rapport à l'espace, ça modifie notre rapport au territoire, à ce qu'on appelle chez soi. L'exemple le plus simple, c'est prenez un déménagement. Quand on déménage aujourd'hui, on se casse plus le dos à transporter des caisses entières de disques vinyles, ou en général, on a un abonnement pour une plateforme qui nous permet d'accéder à l'ensemble de la musique qu'on a envie d'écouter. Il y a 30 ans, on se cassait le dos avec des disques qui pesaient une tonne, et il y a 20 ans, c'était un peu moins lourd parce que c'était des CD, etc., etc. Et de la même façon, le déménagement de demain, on aura peut-être cet espace virtuel alloué à chacun d'entre nous, qu'on pourra faire évoluer, qu'on pourra aménager selon son goût, qui seront totalement dématérialisés, et dont finalement on aura juste besoin d'avoir des artefacts dans notre espace physique, des sortes de portails qui nous permettent d'accéder à cette dimension. Et des portails physiques, ça passe par, ça peut être aussi du mobilier. On en parlait en préparant cette émission. Les fauteuils qu'on voit là autour de nous dans l'espace, en fait, le fauteuil est un meuble qui est dérivé de l'invention de la télévision, puisque pour regarder la télévision, on est plus confortable dans un fauteuil. Avant la télévision, dans les salons, dans les maisons, on avait plutôt des grandes tables et des chaises autour de la table, et les gens communier comme ça, pour discuter autour de la table. Donc, de la même façon, l'usage de la réalité virtuelle va nécessiter un espace vide plus important, et un espace qu'on va consacrer au vide, ce qui aujourd'hui n'existe pas. D'ailleurs, on voit à chaque fois qu'on met un casque, et à la fois pour la sécurité, pour l'utilisation des casques, vous voyez les petites vidéos d'Oculus ou les petites vidéos de Steam, on montre toujours un personnage symbolisé qui écarte les meubles, parce que ces meubles existent. En fait, ce qui l'écarte en écartant les meubles, c'est le XXe siècle. Ce qui l'écarte, c'est notre façon d'aménager l'espace dans un monde qui est fait d'objets.
Et dans un monde immatériel, en fait, ce qu'on cherche, c'est de l'espace vide. C'est 2 mètres sur 2 mètres d'espace vide. C'est un luxe quand le mètre carré est à 12 000 euros à Paris, 7 000 euros. Enfin voilà, en fait, on prend les 2 mètres sur 2 mètres, c'est 40 000 euros d'immobilier parisien qu'on libère pour pouvoir se mouvoir dans un espace qui lui-même est beaucoup plus grand que ça et nous permet d'accéder à notre espace virtuel et à notre à la multiplicité d'accès à notre monde virtuel. Donc voilà, là je commence à peine à tirer le fil, mais messieurs, je vous laisse la parole parce que c'est un sujet qui nous concerne absolument tous. Tout à fait, oui. La mise en abîme est comme d'habitude brillante. Ça m'inspire deux réflexions, enfin deux remarques à défaut de réflexion pour commencer. La première, c'est que le concept de home virtuel est pas si nouveau que ça. Là, aujourd'hui, tu l'incarnes à travers cette nouvelle expérience de Pinball Star Wars qui vient d'arriver, qui effectivement crée ce garage. L'analogie est vraiment intéressante. Par contre, là aujourd'hui, on est tous sur Quest et on a abandonné les Rift, mais lorsque Oculus a lancé les Rift, les premiers et puis la deuxième version, il y avait bien un home dont tu pouvais choisir l'environnement, dans lequel tu pouvais, au fur et à mesure de ton activité, aller chercher des meubles, des tapis, des éléments de décoration fixes ou animés, et dans lequel tu mettais aussi les trophées que tu gagnais des différentes expériences que tu faisais en réalité virtuelle. Et puis dans une seconde version, il était possible de faire visiter son home à tes amis, hein, toujours cette notion de social, pour qu'ils viennent découvrir tout le temps que tu avais passé à aménager cet espace, qui est effectivement ton espace personnel. Les dimensions étaient limitées, on restait quand même dans un environnement qui, en termes de surface, était spacieux, mais pas du tout de la mesure de l'appartement que tu montrais tout à l'heure, ou de cette cave que j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore. Mais on avait déjà cette notion de home. Et d'ailleurs, quand tu te connectes sur Steam, cette fois-ci avec des casques filaires non Oculus, tu as aussi cette notion de home dans lequel les possibilités de personnalisation sont moins importantes, mais où quand même tu vas pouvoir afficher un certain nombre de photos, d'environnements, d'objets, et puis accéder surtout à tes programmes. Donc, cette notion de home, de sa cave, comme tu l'as présenté tout à l'heure, elle est un peu constitutive du démarrage des activités en réalité virtuelle, ou en tous les cas, du point d'accès à ces univers virtuels. Par contre, on reste sur des versions très primitives. Ce qui est très intéressant dans ta réflexion, c'est effectivement cette capacité de dire que dans une certaine mesure aujourd'hui et certainement plus demain, on va pouvoir effectivement s'acheter, se faire développer ou accéder à des homes qui vont être bien plus fantasmagoriques, sur lesquels on aura des possibilités de personnalisation qui seront tout à fait significatives. Bon, on pourra parler de la sécurité par ailleurs qui se trouvera derrière. Ça, c'est un autre sujet. Et la deuxième réflexion que je me faisais, et je m'en veux de ne pas l'avoir recherché, j'ai souvenir d'une vidéo un peu prospective comme ça sur, on va dire, de la réalité mixte plus que de la réalité virtuelle, où donc c'était une vision assez dystopique puisque ça visait à illustrer la convergence des technologies, du data et ainsi de suite, du scrolling sur les réseaux sociaux, pour pouvoir et le héros de cette petite vidéo, en fait, était en capacité d'avoir en permanence devant les yeux tout un tas d'informations sur les personnes qu'il rencontrait pour savoir exactement qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, quelle était leur activité sur les réseaux sociaux, leur goût, et en même temps était en capacité de récupérer des informations de type biométrique pour savoir comment la personne qu'il voyait en réalité mixte ressentait la conversation et les actions qui étaient les siennes. Donc ça, c'était effectivement un petit peu flippant comme perspective. Et lui, en fait, habitait dans un cube en béton totalement vide, si ce n'est voilà, un minimum de confort. Et par contre, quand il mettait ses lunettes de réalité mixte, d'un coup, il avait effectivement transmuté son environnement, pas tant en surface, mais en termes de décoration. Il faisait apparaître tous ces souvenirs, goodies, possessions virtuelles. Et c'est avec ça qu'il rendait habitable son appartement réel qui lui était totalement dépouillé. Donc on est bien dans une mise en abîme qui ne vient pas d'apparaître, mais qui agite
les gens qui s'intéressent à ces univers depuis quelque temps, même si effectivement cette vision telle que tu nous la démarres ce soir permet de tirer le fil et d'aller un peu plus loin que ces premières réflexions. Oui, parce qu'en fait, en fait, évidemment, le home, et d'ailleurs, comme tu le dis, c'est des visions assez, entre guillemets, un peu pauvres, et qui sont plus intéressantes d'ailleurs dans les versions plus récentes des Oculus, des Quest, parce que effectivement, ce sont des interfaces. Et en fait, comme on est dans une période intermédiaire et que nous ne sommes qu'en 2021, elles viennent un petit peu singer un intérieur de maison classique, c'est-à-dire que on met son casque, on retrouve les meubles classiques du canapé, de la table basse, etc. On n'imagine pas justement un espace beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Mais il y a cette notion de home, c'est-à-dire d'être chez soi. Mais c'est une interface, c'est-à-dire qu'en général, on est un endroit où on va poser des objets. En fait, la réflexion que je me suis faite, elle est venue vraiment de la notion de rêve d'ado. C'est-à-dire vraiment, je me revois ado me disant un jour, j'aurai, alors peut-être pas un flipper ou une machine d'arcade à la maison, etc. Et en ayant pris de l'âge, c'est quelque chose qui s'est complètement dématérialisé. C'est-à-dire que ces jeux d'arcade auxquels on jouait enfant ou ado, c'est des ROM qu'on peut trouver sur son ordinateur facilement. On n'a pas forcément le meuble chez soi. Bon, il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout et d'avoir le meuble chez soi, mais de le revoir dans un espace virtuel et de pouvoir le convoquer, c'est comme si, d'une certaine manière, ce qu'on avait modélisé au-delà de l'espace, c'est un rêve de gosse. C'est-à-dire qu'on a modélisé un rêve d'ado, qui justement n'a pas besoin d'être matérialisé. Et c'est aussi là où c'est intéressant, c'est que quand on a un rêve en étant adolescent, un rêve accessible, hein, je ne parle pas de partir sur la Lune, et encore, on peut très bien finir sur la Lune un jour, hein, et faire l'expert talk en apesanteur, on verra dans 10 ans. La différence, et je me suis fait la réflexion, et du coup j'ai commencé à poser sur une page, de voir en fait si ce rêve devait se matérialiser dans la réalité, ce que ça représenterait d'un point de vue financier, d'un point de vue de l'espace, d'un point de vue du matériau, d'un point de vue de l'utilisation d'énergie, etc., etc. Je m'étais fait la même réflexion avec le musée Elix que je vous avais fait visiter, en me disant, bah, si ce musée il avait fallu le fabriquer, combien de, de tonnes de ciment et de lumière et d'éclairage et de gardiennage, etc. Et quand on commence à réfléchir de cette façon-là, et que malgré tout, l'expérience, évidemment, elle n'est pas identique, c'est une simulation de l'expérience, mais il y a quand même une part de l'expérience qui est très satisfaisante et je veux dire, on enlève le casque, on a vraiment l'impression d'avoir passé une demi-heure dans sa cave et de kiffer comme ça des rêves d'ado, de se dire en fait si ces graines commencent à rentrer dans nos références et dans la culture, on ouvre la porte à des formes d'abondance totalement dématérialisées qui permettent justement d'éviter ou de transformer l'économie de manière extrêmement profonde. Et c'est là où ça nous intéresse plus, et on tire le fil bien plus que l'anecdote du flipper, c'est que demain, on n'en fabriquera peut-être plus des flippers, ou beaucoup moins, ou peut-être un justement qui serait partagé par plein de gens, ou peut-être juste une armature qui permet d'avoir l'illusion du début du flipper. On parle du flipper, mais comme on parlait du meuble et du canapé, vous avez vu passer ce projet sur Kickstarter, je pense que Nicolas l'a partagé, de cette chaise qui tourne dans tous les sens et qui est absolument incroyable. Cet objet-là, peut-être qu'il va aussi se démocratiser et que ça sera l'équivalent à terme d'un canapé, ou qu'on développera, ou qu'on aura un espace pour avoir un lieu qui nous permet d'avoir, peut-être de manière un peu plus souple, mais à la place d'un fauteuil roulant, quelque chose un fauteuil à roulettes, quelque chose qui tourne un petit peu, et ça va être des nouveaux usages et donc des nouveaux mobiliers. Et à travers un exemplaire de ce type de mobilier, potentiellement, on ouvre la porte à l'ensemble des possibilités de mouvement dans un espace virtuel. Ouais. Je trouve vraiment intéressant par rapport à... Oui, pardon, vas-y Nicolas. Ouais. Olivier. Ce que je trouve vraiment
une des choses fascinantes par rapport à cette possibilité, cet accès à des nouveaux espaces, c'est de voir aussi comment on va se les approprier. J'ai envie de dire comment on va les coloniser, pour utiliser un mot que je veux pas connoter. Je vais reprendre une notion anthropologique. L'Homo sapiens vient d'Afrique, et petit à petit, s'est déplacé vers toute l'Europe, l'Inde, etc. Et on estime à peu près, c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il faisait à peu près 3 kilomètres par génération. À l'époque, les générations n'étaient pas bien longues, hein. Mais donc, il a fallu des milliers d'années. Et on sait finalement même pas trop pourquoi l'Homo sapiens se déplaçait. Bon, on peut imaginer bien sûr que c'était pour avoir plus de nourriture, moins d'ennuis avec la météo, et on imagine aussi que la curiosité humaine a joué un grand rôle dans ce déplacement humain. Mais il a fallu des milliers d'années finalement pour que l'être humain se mette d'une part à passer de l'Afrique à l'Europe, et puis après avec des outils plus complexes, commencer à aller coloniser. Pour le coup, là, le mot a vraiment son sens. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Où il y avait aussi d'autres humains. Où là, il y avait déjà d'autres êtres humains auxquels on a réservé un sort très funeste. Donc, on a mis des milliers d'années à s'accaparer notre espace réel géographique. Et là, du jour au lendemain, finalement, et même si je suis vraiment d'accord avec toi, Yacine, on est, pour moi, tu l'as déjà dit et tu le répètes souvent, je pense que tu as parfaitement raison, on est vraiment à l'an moins 10 ou à l'an 0, ou peu importe, ou à la préhistoire, ou peu importe le mot, mais en tout cas, on est vraiment dans un monde très primitif de la réalité virtuelle. Comment notre cerveau, qui auparavant était motivé par de besoins physiologiques en général, pour se déplacer, pour s'accaparer un lieu, c'est-à-dire la protection d'un groupe, etc., notre cerveau va s'adapter parce que pour l'instant, ce que tu cites, effectivement, c'est une réplique du réel qui, qui, qui est débarrassée, on va dire, des contraintes du réel. Ou dépenses d'énergie, bilan carbone, etc. Et puis taille, infinitude, etc. Mais tu vas pouvoir mettre un deuxième flipper, un troisième flipper, un billard. Tu vas pouvoir mettre un Space Invader. C'est bien, un Space Invader. Et donc, tu vas pouvoir finalement agrandir tout ça, et tout le monde va pouvoir agrandir tout ça. Pourquoi on va le faire? Est-ce que ça va être uniquement dans une logique de divertissement? Pour l'instant, tu es tout seul, mais bientôt, tu pourras faire ça avec d'autres gens qui vont pouvoir, que tu autoriseras à rejoindre ce monde-là. Donc, en gros, comment on va s'approprier cet espace-là et pour quelles raisons on va se l'approprier? Ça m'intéresse beaucoup, parce que surtout le plateau sur lequel on est ce soir est particulier, parce qu'effectivement, on est à la fois dans un tout petit cercle de fauteuils, mais en même temps, on est au milieu de l'univers. Donc, et ça me fait penser aussi au début d'Internet, c'est-à-dire on se promenait par des liens hypertextes, et on était sur une page Internet, puis 2 heures plus tard, on était sur la 48e page Internet, parce qu'on avait cliqué sur ces phrases surlignées en bleu qui nous faisaient. Et là, je me dis presque que j'ai envie de cliquer sur une des étoiles qui est dans le ciel pour me retrouver dans notre espace, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis sur Engage et je ne peux pas passer sur Spatial ou sur un autre univers virtuel. Bientôt, je pourrais, par des liens qui s'apparentent à des liens métaverses ou hyperspatiaux virtuels, me promener et d'un clic apparaître en une seconde dans une fête virtuelle, et puis après aller dans une plage, et puis après te retrouver au rendez-vous que tu m'as fixé dans ta cave. Et comment le cerveau humain va s'accaparer ce volume, ces mètres carrés et le temps passé par rapport à la vie réelle, parce qu'effectivement, on est aussi dans cette ambiguïté où le monde réel est saturé. C'est pour ça qu'on finalement, tu évoquais vraiment de retrouver des choses, parce qu'il y a un monde réel qui est saturé. C'est intéressant. Comment on va jouer entre les deux, quoi. Tout à fait. C'est intéressant que tu fasses référence justement au cerveau humain, parce que justement, quand on voit la représentation de la cartographie du cerveau humain et qu'on la superpose à la cartographie d'Internet,
il y a une parenté, enfin il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans la proximité visuelle, c'est-à-dire c'est l'interconnexion de liens. Oui, Le tout à fait. cerveau, il est fait de signaux électriques qui parcourent comme ça, qui partent dans un sens, dans un autre, etc., auxquels nous, on donne des représentations qui sont des représentations spatiales. Et d'ailleurs, vous savez, moi, c'est une histoire qui me passionne, c'est que les Grecs, avant de pouvoir, enfin, je veux dire, avant qu'on ait du papier et qu'on puisse écrire et noter ses souvenirs de manière pratique, pour pouvoir s'y référer et ne pas tout garder dans la tête. La technique qui était utilisée dans l'Antiquité pour structurer sa mémoire, c'était de la spatialiser. C'est-à-dire qu'on imagine dans sa tête, on ferme les yeux, on imagine sa maison, on avance dans un couloir. Sur la gauche, il y a une maison dans laquelle je range mes souvenirs d'enfance. Il y a un tiroir dans lequel je vais trouver l'objet qui va, etc., etc. Et en fait, cette façon de convoquer sa mémoire à l'intérieur de la spatialisation, finalement, quand on met un casque et qu'on se retrouve dans un espace, et a fortiori un espace familier, parce que ce sont des espaces aussi que l'on peut bâtir, que l'on peut construire, on est véritablement en train de structurer sa mémoire. On est en train d'ailleurs, il y a un rapport très fort entre à la fois la puissance de calcul et la mémoire. Les big data sont des immenses quantités de mémoire. Nos cerveaux sont à la fois des synapses et donc des machines à créer des connexions, et pour une part, du stockage de mémoire qui a tendance à s'évaporer malheureusement avec le temps, sur lequel on ne peut pas tellement lutter. Mais en tout cas, il y a des souvenirs qu'on ignore même qu'on a, puisque finalement, ils vont jaillir au moment d'une découverte. C'est les fameuses Madeleines de Proust. Hein. C'est que une odeur, c'est ce que m'a évoqué ce flipper, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une circonstance virtuelle, dans un espace virtuel, donc on est dans un casque, hein, avec tout ce que les gens qui regardent ont déjà d'expérience de la VR, c'est-à-dire c'est pas uniquement un casque, c'est une ouverture, c'est un portail. Mais que ces Madeleines de Proust digitales, elles vont finalement ouvrir des champs, des morceaux de la mémoire, et c'est pour ça que je vous ai parlé d'un rêve d'ado, parce que c'est un truc que j'avais oublié et qui a été ressuscité, et ça a été suscité par cette expérience. Mais de la même façon, puisque encore une fois on est dans la préhistoire, qu'on est en 2021 et que les usages sont encore naissants, on n'est pas encore à l'époque des métavers et enfin, je veux dire, l'équivalent d'un Internet 3, 4, 5.0 qui sera totalement spatialisé. Les échanges qu'on a ici en Expert Talk sont des futurs souvenirs de quelque chose qu'on regardera demain avec tendresse, parce que on sera justement dans cet espace très finalement limité, puisque tu parles des étoiles. Moi, je vois un skybox en fait. C'est-à-dire, j'arrive pas à voir les étoiles parce que je suis tellement dans la 3D que je vois un skybox avec une image en mauvaise définition. Mais en imaginant effectivement un espace infini, etc., ce rapport à la mémoire, que quand je reverrai ce skybox, ben ça me suscitera le souvenir des Expert Talks qu'on avait en 2021 dans la préhistoire de la réalité virtuelle, et de se dire ah oui, c'est vrai, à l'époque c'est comme ça qu'on représentait l'espace, avec une image qui était mappée sur une sphère, et finalement ça nous suffisait largement parce que ça faisait référence à l'expérience qu'on avait de l'espace. Alors que demain ce sera quelque chose, ça nous fera rigoler autant que nous font rigoler les jeux 8 bits aujourd'hui, c'est-à-dire ça nous fait rigoler avec tendresse. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire c'est ce travail par rapport à la mémoire et cette construction du cerveau, où aujourd'hui on est dans cette transition où on a besoin de se raccrocher au réel, au physique et à des souvenirs existants, d'où le succès de ces jeux. Là on parle comment ça s'appelle, du flipper, mais ça peut être le bowling. Il y a des jeux de bowling, de ping-pong, de choses qui finalement sont des artefacts, enfin voilà, sont vraiment des références de ce qu'on connaît dans la réalité. Mais ça nous crée une transition vers de nouveaux types de souvenirs, une nouvelle réorganisation de la mémoire, et surtout une expansion, une réappropriation, non pas uniquement de l'espace, mais de nos souvenirs, c'est-à-dire de ce qui nous a procuré des émotions dans le réel, qu'on va pouvoir emmener dans des espaces finalement beaucoup plus restreints, et qui sont finalement un rapport à la fois à l'espace, aux souvenirs, aux rêves,
qui nous permettent de nous projeter dans des expériences qui seront plus riches à l'avenir. Moi, ça me fait penser à deux choses, ce que vous dites là. La première, c'est on recevait récemment au lab une DRH qui découvrait la réalité virtuelle et sa toute première réflexion a été de dire ouais, mais c'est tellement super qu'on ne voudra plus en sortir. Tout le monde dit ça, c'est très fréquent. Ouais. Ouais. Et c'est quand même assez étonnant comme réflexion. Après, ce sont des gens qui reprennent leur vraie vie, mais je trouve ça très, très saisissant comme première réflexion des toutes premières immersions sur des sujets qui sont en général voilà, assez limités et un peu démonstratifs pour amener doucement les gens à s'approprier la spatialité. Mais c'est toujours très étonnant que ça procure immédiatement, d'une part, cette vision, et en même temps, cette vision qui est quand même teintée de pessimisme, parce que tu vois bien que derrière on n'aura plus envie d'en sortir, il y a une peur, une angoisse de perte de contact avec le réel et de perte de la vie saturée qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui quand même est celle qui construit nos personnalités, nos mémoires, nos références, nos relations sociales. Et qu'il y a une vraie angoisse de voir ça disparaître au profit des mondes magiques sans limite qu'on commence à découvrir dans les technologies immersives. C'est intéressant, c'est une remarque qui revient très très souvent en fait. C'est des gens qui l'essayent pour la première fois et ça veut dire que tu as bien fait ton job, Nicolas, et ça m'étonne pas. C'est-à-dire que tu as montré des expériences satisfaisantes et du coup c'est vrai qu'il y a ce truc de vouloir y retourner tout de suite. Et ce qui est étonnant effectivement, c'est que ça fasse peur, alors que ça devrait ouvrir énormément d'enthousiasme et d'optimisme. Ça déclenche tout de suite une crainte de l'addiction. Oui, absolument. C'est effectivement des réactions que j'ai eues aussi très souvent et très régulièrement. Cette crainte de l'addiction, ce que tu viens de dire est vraiment très juste. Et très rapidement en plus, même avec des expériences. Alors évidemment, avec des expériences qui sont confortables. Il y a aussi certains jeux qui sont extrêmement violents, qui peuvent procurer des sensations désagréables. Mais quand tu emmènes ces gens dans des mondes très agréables ou vivent des expériences très agréables, je suis bien dans cette crainte de l'addiction est assez étonnante. Elle est pas étonnante puisque tu es dans un monde qui est confortable, tu n'es plus de chair et de sang, donc on peut plus te faire de mal, tu peux plus souffrir. Enfin, on peut imaginer ce que ça peut représenter pour un être humain d'être finalement virtualisé, de pouvoir aussi avoir de nouvelles capacités physiques, etc., etc. Donc oui, il y a un côté absolument magique. On devient tous des super-héros, on peut voler, on peut changer le monde en 4 secondes, etc., etc. Et maintenant, il y aura évidemment à un moment une concurrence entre le réel et le virtuel. Et une concurrence qui sera sans doute très rude. Et je suis pas sûr aujourd'hui de dire lequel va gagner. Quand je vois le temps que les gens aujourd'hui passent sur les écrans, tout temps confondu, on sait que ce temps est monstrueux. Entre le smartphone, les ordinateurs, etc., c'est quand même un temps qui occupe notre vie pour beaucoup d'entre nous de façon assez considérable. Pour être tous férus de la réalité virtuelle et de voir son potentiel à long terme, qu'est-ce qui nous fera résister à cette addiction à un moment ou qu'est-ce qui fera que certains d'entre nous céderont à cette addiction? En fait, je pense que le vrai enjeu, un des vrais enjeux, c'est pas le vrai enjeu, mais un des vrais enjeux, c'est aussi un peu ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire que ces conversations-là, qui sont quand même un peu denses, parce que nous sommes entre gens qui permettent tant d'eux, mais on passe nos vies professionnelles à essayer de convaincre des adultes de notre âge, un peu plus vieux ou un peu plus jeunes, du potentiel phénoménal de ces univers qu'on commence à comprendre et qu'on entrevoit parce qu'on les pratique. Et en fait, le vrai sujet, c'est pas tant ces adultes qu'on essaye de convaincre parce qu'ils ont des clés de projet ou ils ont des clés de budget ou ils ont des clés de choses qu'on voudrait bien pouvoir aboutir. C'est plutôt toutes les jeunes générations qui arrivent, qui eux vont s'approprier ces technologies comme elles le font toujours,
Alors, je suis moi toujours extrêmement méfiant sur le concept de digital native. On fait un truc à des Oui. jeunes et hop, ils Ouais. très bien. Et ils savent utiliser, c'est pas pour ça qu'ils comprennent et qu'ils savent en tirer Non. profit. En tous les cas, Mm. ils se l'approprient parce qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont justement pas cette crainte qui apparaît immédiatement, ou ces craintes qui apparaissent immédiatement chez nombre d'adultes pour des raisons qui s'expliquent certainement. Eux, ils n'ont pas peur, ils y vont, ils mettent, et ça fonctionne, et ils en tirent immédiatement profit, et souvent de manière bien plus dynamique et plus créative qu'on pouvait l'espérer. Je me souviens d'une gamine de 9 ans qui était la fille d'un ami, elle est arrivée, euh, elle a été elle a démontré une agilité spontanée qui était absolument phénoménale, mais alors sans du tout perdre le contact avec la réalité. Je veux dire, dans son esprit, ce qu'elle faisait en réalité virtuelle, qui était juste magique, qui lui procurait beaucoup de plaisir, il n'y avait aucune confusion avec le monde réel. Et quand elle a retiré le casque, elle était revenue dans la réalité et elle reprenait sa vie normale. Et tout allait très bien. Donc le risque comme ça de confusion entre le réel et le virtuel, peut-être qu'il existe, mais en tous les cas, il n'est pas aussi spontané, violent et irréversible que certaines personnes peuvent le craindre. Oui, de toute façon, Pardon, ouais. De la même manière, j'ai une amie qui a une jeune adolescente, donc ils ont acheté un casque de réalité virtuelle pour commencer à faire ce qu'on fait tous, enfin, ce qui est souvent fait pour commencer, du Beat Saber, Richie Plank, vous voyez les points d'entrée faciles mais toujours satisfaisants. Et en fait, la gamine, c'est l'adolescente, s'est approprié le casque de réalité virtuelle et j'en discutais avec elle l'autre jour, elle a développé une vie sociale dans Rec Room où elle y va tous les jours, elle a des potes de toute la planète. Donc en fait, elle s'est approprié le média et en fait bien plus qu'on ne pouvait espérer qu'elle le fasse. Donc on retrouve bien à nouveau cette agilité, cette capacité à développer des comportements, des activités plus importantes qu'on ne pouvait imaginer qu'elles le feront. Et en même temps, quand on y réfléchit, c'est exactement ce qu'on attendait. Donc, je pense que le vrai sujet de ce risque d'addiction, qui à mon avis n'en est pas nécessairement un, mais qui est effectivement plutôt, comme Yacine le présentait avec le talent qui est le sien, une transition vers de nouveaux modes d'existence qui partageront la réalité qui n'est pas possible de porter en réalité virtuelle. Okay, s'asseoir à une terrasse de troquet, boire un coup avec des potes. Okay, on peut faire des choses qui s'approchent en réalité virtuelle, mais ça n'a quand même rien à voir avec la vraie vie ou aller se baigner dans une plage qui est celle dont on a envie. Donc la réalité ne sera jamais diminuée dans ce qu'elle a de beau et dans ce qu'elle a de magnifique par la réalité virtuelle. Et il y a des fois, quand je vais en Bretagne, parce que c'est là où j'aime aller, il y a des fois, j'ai plus envie de faire de réalité virtuelle tellement la vision de la réalité auquel je peux accéder, elle est totalement satisfaisante et je n'ai pas besoin de me transposer ailleurs. Je peux le faire pour des raisons professionnelles, mais en tous les cas, pas pour des raisons de satisfaction. Donc, voilà, je pense qu'il faut approcher cette dualité avec cette dimension duale qui de toute façon, va rester, qui sera d'intensité différente en fonction des capacités d'existence ou des environnements d'existence des gens. C'est sûr que ceux qui vivent mal dans des villes surpeuplées vont avoir tendance à s'évader dans des univers virtuels parce que ça sera très satisfaisant, parce que le réel est très contraint. Et à l'opposé, tous les gens qui aujourd'hui ont profité du confinement pour aller retourner s'installer avec leur famille ou avec leurs amis ou tout seuls, loin des villes pour retrouver une qualité de vie, eux n'auront pas du tout cette intensité à développer des activités compensatoires d'une mauvaise qualité de vie d'existence. Et c'est extrêmement intéressant en fait ce que tu dis, Nicolas, et ça a à voir avec la peur de l'addiction, c'est que la peur de l'addiction, elle s'accompagne d'un manque de satisfaction de ce qu'on a dans le réel. C'est-à-dire, et de toute façon, la remarque c'est la même quand on a des enfants qui lisent beaucoup, ou même au début de certains médias. Hein, et il y a eu l'addiction à la télévision, l'addiction, je le disais, à la littérature, ou en fait à des médias. Donc vraiment, là on est au-delà du média. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, pour moi, ce n'est pas un média, c'est vraiment une extension de l'expérience vécue. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, nos cerveaux, ils ne voient pas des films. Nos cerveaux, ils enregistrent une forme de réalité. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, les exemples que tu cites sont les expériences réelles qui sont satisfaisantes et qui ne sont pas remplaçables et qui n'ont pas vocation à être remplacées. C'est absurde, personne ne cherche à les remplacer, sont des activités sociales
et des activités sociales tactiles. C'est-à-dire, là, on a une activité sociale en ce moment tous les trois, mais on sera aussi très heureux de se retrouver, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, on le dit aux gens qui nous regardent, dans la réalité, c'est-à-dire de prendre un verre et de rigoler, et d'improviser sur ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui est remplaçable. Et l'autre type d'activité, c'est le rapport à la nature, donc qui est aussi quelque chose, c'est le vent sur le visage, d'être dans l'eau, de sentir la température, la texture du sol, etc. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et évidemment qu'on redécouvre. En revanche, sans parler justement de remplacement par rapport à des expériences qui seraient pauvres dans la réalité, on peut aussi imaginer, et quand on tire le fil, c'est de se dire que ces activités et cette économie qui commence à poindre et qui est basée sur l'immatériel, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce flipper, je ne l'ai pas acheté 4 000 € avec l'ensemble des ressorts et des machines et du bois et de l'électricité qui est nécessaire. Et je reviens au flipper exprès, hein, mais vous avez compris que c'est en fait, déjà, je l'ai acheté 10 € ou 20 €, je sais pas, enfin, c'est pas grand-chose. Et c'est l'énergie utilisée, évidemment, c'est l'énergie des serveurs, des ordinateurs, etc. Mais il y a très peu de matières premières. Bon, après, je ne vais pas rentrer sur le terrain des terres rares, etc. Parce que voilà, nos casques sont comme des téléphones. Mais en tout cas, d'imaginer qu'une part de l'économie et qu'on puisse générer et de la valeur et de la richesse et des interactions, des métiers sans produire des objets et sans envoyer des containers pleins d'un bout à l'autre de la planète et pour pouvoir justement continuer à exister, imaginer un rêve, une vision où finalement on pourrait se sentir extrêmement riche dans tous les sens du terme et accompli sans posséder rien du tout. C'est-à-dire de la maison dont on parlait tout à l'heure, j'ai de quoi m'asseoir, de quoi dormir, quelques objets fétiches, les livres qui me tiennent à cœur et dont j'ai besoin de posséder physiquement, mais finalement très épuré, très minimaliste, et où tout ce que j'aurais eu l'envie d'acquérir, et dans nos vies contemporaines, et le monde dont on est en train de sortir et qui a pollué la planète, et heureusement on est en train d'en sortir, mais ce monde où on nous a enjoint à nous équiper d'objets quasi inutiles ou dont on sert, vous savez, une perceuse entre le moment où on l'achète et le moment où on la jette, on l'a utilisé en moyenne 8 minutes. Un truc complètement dingue, alors que c'est un objet qu'on pourrait partager avec tous les habitants de son quartier, etc. Que finalement ce rapport à l'objet physique puisse se dématérialiser, mais qu'on ait finalement, imaginez cette maison vide dans laquelle vous avez de quoi dormir, vous asseoir, manger, etc., de votre déco, mais que finalement c'est en mettant votre casse-pouce qui existera après, parce que je pense que ça, pareil, ça va pas durer éternellement. On ait accès à quelque chose de beaucoup plus vaste dans lequel on ait des activités. Et l'exemple que tu donnais de Rec Room, on peut très bien imaginer de faire un spectacle comme l'a fait Jean-Michel Jarre. Un spectacle, c'est énormément de métiers, c'est énormément de savoir-faire. Ça nous renvoie encore une fois à l'Antiquité parce qu'il y avait le théâtre grec. Le théâtre grec, il a besoin d'une seule chose, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'une scène, il a besoin d'un public et de gens qui sont sur la scène. Et à partir du moment où on a ces trois éléments, on fait du théâtre. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. On peut très bien, effectivement, imaginer un théâtre dans une scène comme celle-ci, sur un gage ou ce qui viendra derrière, où on a des comédiens qui ont répété leurs textes, qui ont travaillé sur une scénographie digitale avec les métiers de la scénographie et un public qui va venir regarder. Et l'ensemble de ces personnes se sont connectées sans avoir d'espace commun. Donc c'est un exemple, hein, parce que je pense aussi que le théâtre a de longues heures à vivre devant lui, mais en tout cas cette transformation de l'économie, cette dématérialisation qui est peut-être également souhaitable, hein, vu la situation climatique et la situation environnementale dans laquelle on se trouve, elle peut également s'accompagner d'une possibilité d'abondance absolue dans nos imaginaires et dans nos capacités à créer et donc à poursuivre notre œuvre de civilisation avec tous les guillemets qui s'imposent, c'est-à-dire notre capacité à continuer à écrire l'histoire humaine
dans un espace infini, qui est d'ailleurs, je dis ça, au milieu de l'univers, hein, dans l'espace que nous avons poursuivi, que nous poursuivons à travers ce portail digital que nous portons sur les yeux. Et on le fera d'autant plus facilement que les conditions physiques réelles dans lesquelles on vivra, seront infiniment plus satisfaisantes que celles de l'immense majorité des gens qui s'empilent dans les espaces urbains. Et Paris n'est pas le pire des exemples. Il y a quand même des mégapoles où les conditions Absolument, d'existence sont juste terrifiantes, voilà, où on arrive manifestement au bout de ce système. Et j'espère que le déconfinement qui s'annonce et la joie de partager, de pouvoir reprendre la vie d'avant, nous permettra justement de ne pas complètement reprendre la vie d'avant et qu'on va pouvoir profiter des bienfaits de ce déconfinement pour essayer d'influer des vrais changements de comportement, de travail. C'est quand même un peu la clé. Là, aujourd'hui, le télétravail est grosso modo clos. La première conséquence, c'est que le périph' parisien, il est à nouveau blindé et qu'on n'arrive plus à circuler, alors que depuis des mois, depuis un an, on circulait comme on aimerait pouvoir circuler à Paris. Donc, le vrai challenge de cette mutation que je trouve absolument enthousiasmante, en tous les cas la façon dont tu la présentes, cette bascule entre un monde d'abondance physique vers un monde d'abondance virtuelle qui nous permettrait d'être bien plus respectueux de la magnifique planète qui nous a été offerte. Elle doit aussi s'accompagner pour pouvoir se réaliser pleinement d'un retour à des communautés humaines physiques qui soient de taille plus raisonnable, qui occupent des espaces physiques qui sont souvent magnifiques. En France, on dit toujours qu'on a un des plus beaux pays du monde, et c'est vrai, c'est pas le plus beau. Hein. On a quand même une variété de paysages et une quantité d'espaces qu'on pourrait habiter de manière respectueuse. Voilà. Je trouve que le vrai challenge civilisationnel, il se situe en partie là, de réhabiter notre planète en prenant soin et en étant dans des conditions d'existence qui permettent de mieux se vivre les uns avec les autres. Et en même temps, de cette carotte qui est celle de l'hyperabondance et de la totale d'un champ des possibles infini, d'imaginaire et de sensations à travers les univers virtuels. Merci de cette vision, Yacine, c'est passionnant. Ce sont nos nouvelles vies dans le virtuel et effectivement, on peut tirer le fil à partir de de beaucoup d'expériences comme celle du flipper et d'autres. C'est que quand on commence à y passer un peu de temps et qu'on se projette dans 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, en imaginant quelles sont les conséquences, c'est vrai que ça peut être assez vertigineux et d'un coup de flipper, on se retrouve au milieu de l'univers. Donc, merci de partager les deux visions disponibles qu'on va se garder pour une prochaine discussion, c'est évidemment immédiatement Matrix, qui est l'incarnation de cette dualité. Alors pour le coup, dans une version moins sympa que celle que je présentais tout de suite. Et l'autre, et je reste étonné que ça ne... Enfin, je n'ai jamais vu le débat surgir ou être pris, donc ça sera un plaisir de le faire avec vous. C'est qu'on touche quand même à travers cette dimension ubiquitaire et cette forme d'abondance et de permanence de cette abondance, on touche juste à des notions très métaphysiques de l'âme, du paradis, et de notions qui ont fait le succès des religions et leur utilité pour la construction des civilisations mono ou polythéistes qui sont les nôtres. Donc ça m'a toujours étonné de ne pas avoir vu des gens s'attaquer au sujet de OK, l'ubiquité, elle m'oblige à réfléchir sur ce que je suis. OK, je suis un corps, mais en fait, ce qui anime le corps, c'est ma personnalité, dans les religions catholiques, on appelle vitsalam, qui elle est mobile par nature. Et donc des perspectives après la mort, de ce que devient son âme et ainsi de suite. Je trouve qu'on est très très proche justement de cette dualité entre un monde réel contraint et des mondes virtuels d'hyperabondance et totalement satisfaisants en termes d'imaginaire et de sensations, et qui sont ceux que nous vendent aussi les religions monothéistes, en particulier avec Tout à fait. Mais je crois que ça, fondamentalement aussi, c'est une valeur des choses qui va être complètement bouleversée. Aujourd'hui, si on veut voir un tableau de Jackson Pollock, il faut prendre l'avion, il faut aller à New York, il faut aller au Met, et c'est un moment extraordinaire. J'ai eu cette chance. Dans quelques années, j'aurai des casques avec une capacité visuelle pour regarder un tableau de Jackson Pollock de façon cohérente. Et en plus, je pourrais récupérer
tous les tableaux de Jackson Pollock éparpillés à travers le monde, et tout le monde pourra faire la même chose que moi. C'est-à-dire que ce qui pour l'instant est un objet unique et donc ont une valeur un peu sacrée, parce que c'est reconnu par l'humanité comme une œuvre d'art majeure, que ce soit Pollock ou la Joconde, peu importe, va finalement prendre une autre valeur parce que je pourrais la voir chez moi. Et ça, cette modification des valeurs et donc cette modification du rapport à l'économie, au coût des choses, à ce qui est une valeur indépassable et ce qui est une valeur finalement, ça aussi, ça va être. Et c'est vrai que ce sujet qu'on aborde ce soir, il a une dimension métaphysique, sociale, économique. Enfin, quasiment toutes les sciences humaines peuvent être passées au filtre de notre discussion. Et je pense Mais que on n'en fera pas du tout le tour ce soir, mais juste un peu une approche. Mais c'est absolument passionnant de voir euh, comment ces mouvements de balancier vont aller dans un sens ou dans un autre. Euh, et c'est assez fascinant, quoi. C'est vraiment fascinant de voir ce monde arriver. Et, puis, mais et c'est dans quelques années, hein, parce que tu vois, alors, ce qui n'existe pas, c'est le Jason Pollock en question. Par contre, la technologie qui permet d'avoir une approche totalement satisfaisante et quasi celle de la réalité quand tu vas le voir dans un musée, c'est-à-dire la qualité des textures, des couleurs, ainsi de suite. Ça, ces technologies, elles existent déjà. Il y a un des membres de France Immersive Learning qui s'appelle Cyril Press, qui a une boîte qui s'appelle Gigascope, qui est spécialisée en photo gigapixels, qui pour le coup te permet de capturer des objets. Il vient de terminer la chaîne, ouais. ça s'appelle Paris, te permet de capturer un tableau avec un respect de la nature du tableau, et ce qui fait donc l'émotion que tu as quand tu le vois en réel par rapport à une reproduction lithographique même de qualité, c'est aujourd'hui absolument possible à des coûts qui sont parfaitement abordables. Oui, tout Donc en à fait, fait. ce qui n'existe pas, c'est la capture en gigapixels photogrammétriques des tableaux de Jason Pollock, mais la technologie qui permet de le faire à un coût acceptable, elle est là, elle est parfaitement fonctionnelle. Il y a qu'à, en fait. Il y a juste à convaincre les adultes ou les vieux là, qui ont l'accès et le budget pour le faire, pour que ça soit fait. En fait. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à On l'heure. va pouvoir se recréer, au-delà de la salle de flipper, des cabinets de curiosité qui existaient. Il y en avait 15 en Europe. Chaque grand monarque européen en avait au XVIIe, avant que Ouais. la science les fasse disparaître. On va pouvoir se reconstituer nos propres cabinets de curiosité avec les choses les plus inimaginables qui désormais seront accessibles à tous. Donc Ouais. effectivement, il y a un rapport à l'économie, à la valeur des choses qui va être complètement modifié. Ce que j'aurai chez moi est quelque chose que j'aimerais au sens noble du terme et non pas uniquement à cause de sa valeur, parce que sa valeur finalement sera proche de zéro. Si tout le monde peut avoir un tableau de Jackson Pollock chez lui, bah il ne vaut sa dimension financière quelque part est modifiée fondamentalement. Alors, sauf que ça c'était vrai effectivement avant les NFT et quels que soient les C'était vrai il y a encore 3 semaines. Enfin, c'était vrai. mais en tout cas et c'est pas forcément mal, c'est-à-dire que en fait peut-être ce qu'on a pu reprocher et ce qui peut-être était un frein à l'expansion économique du domaine digital était cette reproductibilité avec destruction de la valeur. Et ce qui a fait que, voilà, mais générationnellement, nous, on a payé des disques très chers et que Tout à pour fait. d'autres générations, c'était juste impensable de payer ne serait-ce que 10 centimes à un morceau qui a demandé mais des semaines de travail. Et que finalement, en fait, on est en train de retrouver les deux dimensions. C'est-à-dire que la photogrammétrie, et tu parles de ce monde, c'est absolument incroyable, effectivement, les images qu'ils mettent à disposition, en plus gratuitement sur Internet, c'est très très impressionnant. Mais Ou pas, d'ailleurs, gratuitement. peut-être, peut-être que ce Jack, ou pas d'ailleurs absolument, mais celle que j'ai vue, la Ouais, Sainte-Chapelle, c'était absolument dingue. ouais. Mais peut-être que ce Jackson Pollock photogrammétrisé sera potentiellement une œuvre unique, c'est-à-dire avec un identifiant unique, et peut-être aussi qu'en termes d'architecture, puisque aujourd'hui, on est encore une fois, on le dit souvent, mais c'est vraiment la préhistoire, c'est-à-dire que cette salle Engage, à chaque fois qu'on a besoin de la convoquer, eh ben, elle est dupliquée et donc il y en a potentiellement des milliers, des millions, etc. Mais ça veut dire que chacune d'entre elles génère sa propre
sa propre puissance, que nos casques ont des processeurs qui ont besoin de la calculer en temps réel, 60 fois par seconde, etc. Et si on bascule sur des architectures de type cloud où les environnements sont partagés, c'est-à-dire que ce sont vraiment des environnements uniques, et la vue qu'on a derrière avec cette maison, comme cette maison dans la réalité est unique, on se dirigera vers des maisons, des espaces virtuels qui auront aussi cette unicité et qui vont rajouter cette dimension de l'aura dont parlait Benjamin au moment justement de la duplication industrielle des œuvres d'art en craignant justement qu'elles perdent de leur aura. Et on voit, si vous voyez la Joconde au Louvre aujourd'hui, c'est quasiment une attraction de Disneyland. Hein. Vous avez une chaîne comme ça pour rentrer, et l'objet est unique, même si je suis persuadé qu'on voit un faux. Mais en fait, cet objet unique va pouvoir à nouveau être unique, et on pourra même imaginer, c'est pas forcément souhaitable, mais imaginer de faire la queue virtuellement pour aller voir un objet digital unique. Comme on pourra imaginer d'avoir un espace virtuel ou une maison qui sera unique. Et si je veux la mienne, eh bien, je devrais négocier, ou en tout cas, je serai dans le cadre d'une économie qui sera dématérialisée, mais qui sera une véritable économie. C'est-à-dire que pour l'acquérir, ou en acquérir un accès ou une licence, je devrais donner quelque chose en échange. Et ce quelque chose, ça va être la traduction d'une certaine quantité de labeur, d'énergie, de quelque chose que j'aurais donné en échange. Et donc, en fait, cette capacité qu'on a à faire de l'économie, c'est-à-dire à s'échanger une valeur qui représente un temps de travail ou qui représente un capital ou quelque chose qu'on va pouvoir mettre en commun ou qu'on va pouvoir développer, ce qui a fait justement un petit peu la catastrophe dans laquelle on a plongé notre environnement, parce que pour générer cette valeur, on a dupliqué des objets inutiles et ce sont des déchets en devenir. En fait, de basculer ça et de pouvoir recréer une économie de l'unique dans un monde qui est infini, avec peut-être des choses qui seront très partagées, mais on va pouvoir aussi conserver cette notion de valeur. Et c'est ce qui permettra aussi d'avoir des expériences uniques au sens propre, et pas uniquement au sens figuré. Ouais. Donc, on va pouvoir conclure ce débat Oui, passionnant absolument. sur l'idée que Alors, une des messieurs, clés des des possibles, c'est bien les notions de modèle économique qui, sur les sujets qu'on évoque, sont en construction et qui sont absolument structurants du champ des possibles derrière. Dans cette Absolument, ouais. qu'on a évoqué tout à l'heure. alors sur la question des NFT, c'est une question, messieurs, qu'on a déjà abordée sur cette chaîne. Et on a dans le chat, on me dit que ce sont il va falloir voir quand même si c'est quelque chose qui va tenir dans le temps. En soi, que aujourd'hui, notamment sur de l'art, etc., il y a une hype, mais est-ce que on aura vraiment des gens qui vont acheter des éléments virtuels avec la seule différence entre deux éléments virtuels, c'est qu'il y en a un qui est authentifié et pas l'autre? En fait, on aurait pu poser la question au moment de la photographie où en fait il y a eu la même crainte de se dire, est-ce que finalement la reproduction d'une œuvre d'art va pas remplacer l'œuvre d'art? Et ça a été une question assez longue, mais en fait, quand on achète le poster de la Joconde, c'est quand même pas exactement la même chose que quand on a le tableau original. Donc la question va se poser de la même façon, et je pense que oui, dans une part de ce que le milliardaire qui a acheté le patchwork tableau de Beeple, ouais. le patchwork de Beeple à 69 Mm. millions, ce qu'il a acheté, c'est pas juste une image. Il a acheté un statut, et il a acheté une place dans l'histoire. Et cette place dans l'histoire lui a coûté très cher, mais je pense que pour lui, c'est pas si cher. Mais sa place dans l'histoire, il l'a bien acheté. Si on prend le patchwork et qu'on le reconstitue dans Photoshop à partir de son compte Instagram, eh ben, on aura quelque chose qui effectivement a
très peu de valeur, ou en tout cas la valeur qu'on lui donne. Donc oui, je pense qu'évidemment, des gens vont pouvoir l'acheter parce que ce qu'ils achètent, c'est pas uniquement un objet et c'est pas uniquement une image, c'est la fabrication, la constitution de la valeur d'une chose, c'est extrêmement complexe. C'est une question il y a une part de statut, il y a une part d'investissement, puisque l'œuvre de Beeple, elle vaut plus cher aujourd'hui que le jour où elle a été achetée. Et on a déjà parlé ici des marques de mode qui vendent des baskets virtuelles pour quelques dizaines d'euros, et ça fonctionne très bien parce qu'une partie de la vie des gens qui achètent ces baskets virtuelles, elle est déjà digitale. C'est des gens qui prennent des selfies, qui font des stories, etc. Donc la valeur réelle de ces baskets digitales, elle est réelle parce que en fait, ça vaut ce prix-là. Quand on passe autant de temps sur son téléphone, on en parlait tout à l'heure, et que c'est aussi important, et que finalement il y a aussi une économie de l'influence, des gens qui nous regardent, etc. Ben, en fait, c'est pas cher payé pour quelques Non. Et pour puis, 10 balles. alors l'exemple de Beeple est vraiment tout à fait particulier parce qu'effectivement, c'est la première fois où il y a une vente aussi importante avec un prix aussi excessif, comme par hasard chez Christie's, acheté par un milliardaire. Mais ce que tu Indien. évoques, qui sont ces Indiens, oui, ce que tu évoques sur les skins virtuels, c'est vraiment quelque chose que je vois se développer de plus en plus. Mais les assets 3D sont à 10, 20, 30 dollars, quoi, ou en équivalent, pour effectivement poster une story sur Instagram où j'ai un vêtement virtuel. Donc le consommateur estime que pour avoir un vêtement unique que personne ne peut porter et qui n'existera qu'une fois, ou en tout cas que lui peut porter une fois, ça vaut parce qu'il y a et puis il y a effectivement derrière quelqu'un qui l'a pensé, imaginé, designé, dessiné, puis transformé en 3D, puis transformé pour qu'il soit adaptable sur moi en tant que personnage réel, en train de me filmer moi-même. Donc, il y a quand même une chaîne de valeur pour arriver à un coût de produit, plus évidemment ce qui fait partie du prix d'un objet, le désir que j'ai pour avoir de cet objet ou le statut que va me donner cet objet. Donc, les NFT aujourd'hui, il y a une double problématique qui est celle de quelle est la référence et la mécanique et la monnaie et ça va se tasser de soi-même. Par contre, l'achat d'objets virtuels, il existe déjà depuis très longtemps dans les jeux vidéo. Il y a des gens qui sont payés pour fabriquer des assets 3D pour des jeux ou pour même vivre la vie de jeux de certains personnages pour les amener à certains niveaux. Ils sont payés pour ça. Et après, ils vont vendre le personnage au niveau 40. Donc, on achète déjà beaucoup de choses dans le monde virtuel depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. Donc, il y a de toute façon une économie numérique, une économie du monde virtuel qui est tout à fait envisageable sans aucun problème. Les modalités du NFT qui vient juste d'arriver, pour l'instant, vont continuer à faire un peu comme les monnaies virtuelles en général, des hauts et des bas avant de se stabiliser. Voilà. Non, puis c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, tu parles des 30 euros pour les baskets virtuelles. Quand on paye le même prix ou très peu, ou même 100, 150, enfin voilà, des centaines d'euros pour des baskets réelles, et qu'elles durent très peu de temps, et il faut voir les conditions de fabrication de ces baskets, les conditions d'acheminement jusqu'ici, et le coût énergétique, le coût environnemental qu'ont eu justement ces baskets juste pour la même chose, c'est-à-dire juste à un moment donné les porter, prendre une photo et quasiment les jeter. Tu as parfaitement raison parce que c'est vraiment exactement le même usage. Ça va avoir une basket éditée à quelques exemplaires qui va valoir des centaines de dollars pour effectivement finir sur un selfie, quoi. Donc là, on a la même chose, mais avec des coûts et des équivalents carbone qui sont absolument diamétralement opposés. Mais l'histoire nous le dira et puis on la suivra attentivement, évidemment. Absolument. C'est quand même magique, ces univers virtuels. Chaque fois qu'on tire un fil, on tombe sur des bobines juste incroyables. Pour moi, la morale de l'histoire est que on est vraiment sur un saut civilisationnel qu'on est en train de commencer à appréhender, qu'on essaye de faire partager avec nos interlocuteurs, et qu'on a envie de se faire plaisir de cette nouvelle transition digitale qui effectivement, à mon avis, est plutôt de l'ordre
du saut civilisationnel. Absolument. Mais Voilà. c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, que cette technique arrive maintenant à disposition. C'est pas les fabricants. On l'a déjà dit ici. C'est pas les fabricants de Oculus. C'est pas les fabricants de Vive. Et peut-être qu'on va en parler à la fin avec le nouveau matériel. C'est pas eux qui ont enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce saut civilisationnel, c'est vraiment une direction que prend l'humanité depuis son existence et qu'on est en train de rentrer dans nos grottes de Platon. Mais c'est quelque chose qui est quasiment inscrit dans notre recherche de réseau, notre recherche d'omnipotence, d'omnipuissance, etc., à laquelle on accède. Et tu parlais des paradis, c'est le premier espace virtuel qu'on a conçu dans notre imaginaire, de se dire que voilà, le rapport entre le vivant et le trépas se poursuivait dans un autre espace. Et cet autre espace, il est disponible, on pose son casque et on se retrouve dans ce qui pourrait s'apparenter à justement un paradis artificiel, puisqu'on parlait de l'accoutumance tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard en fait dans cette histoire. On est vraiment à un moment effectivement de ce saut civilisationnel qui est inscrit lui-même dans la civilisation dont il est issu. Formidable. Encore une conversation passionnante. Ça nous manquait, 15 jours. Absolument. Vraiment, ça nous manquait. Eh bien, écoute, je vous propose qu'on en termine là pour ce soir. Moi, j'ai quelques obligations à assumer maintenant. La semaine prochaine, ça sera donc les drôles de dames qui officieront à notre place. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour à nouveau défricher et tirer le rideau à de ces univers virtuels si magiques et si profonds, et bien plus profonds qu'on ne le pense. Bah, ça tombe bien parce que mon casque n'a plus de batterie, donc à très bientôt. Messieurs, c'était un grand plaisir de votre présence et de cette conversation. Partagé. À très bientôt. Merci Louis pour la Au revoir tout le monde. Belle soirée Ciao. et à bientôt. Merci.